Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassel Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Gabriel Martinez-Gros. Bonjour. Bonjour Hassan. Vous êtes professeur émérite d'histoire de l'islam médiéval à l'université de Nanterre. Vous êtes un spécialiste de longue date d'Ibn Khaldoun, un grand historien maghrébin du XIVe siècle. Vous aviez publié précédemment aux éditions Passé Composé La traîne des empires, impuissance et religion, dans lequel vous traitiez de la naissance et du déclin des empires, en étendant les conclusions d'Ibn Khaldoun aux grandes religions monothéistes. Et vous publiez actuellement une anthologie d'Ibn Khaldoun aux éditions Passé Composé, un recueil de textes commentés par vos soins, et ce qui va nous permettre de rentrer dans le détail de la pensée de cet auteur. Ma première question, Gabriel, est personnelle. Dans quelles circonstances vous vous êtes intéressé à Ibn Khaldoun et qu'est-ce qui vous a intéressé chez lui au point de lui consacrer une bonne partie de votre travail académique ? Merci Hassan de cette invitation et de cette question. Elle est effectivement tout à fait essentielle. Ibn Khaldoun est une passion un peu tardive. C'est seulement au moment de ce qu'on appelle l'habilitation, c'est-à-dire assez tard dans les recherches et dans la carrière d'un universitaire, passé la quarantaine, que j'ai commencé à m'intéresser d'assez près à Ibn Khaldoun pour une raison simple, c'est que Ibn Khaldoun est d'origine andalouse et que j'avais consacré l'essentiel de mes recherches jusque-là à l'Andalous, c'est-à-dire à l'Espagne musulmane. Je me suis demandé un jour, sur la fin de mes recherches, ce que certains très grands esprits, certains très grands noms de l'histoire culturelle de l'islam, et Ibn Khaldoun fait absolument partie de ces très grands noms, qui sont d'origine andalouse, mais qui sont nés ailleurs qu'en Al-Andalus. Ibn Arabi, qui est mort à Damas, Ibn Khaldoun, avait gardé d'Al-Andalus. Est-ce qu'il se sentait andalou? Est-ce qu'il se sentait d'origine andalouse? Et c'est ainsi que je me suis d'abord dirigé vers l'œuvre d'Ibn Khaldoun, pour l'aborder finalement sous un tout petit angle, hein, un angle tout à fait négligeable au regard de l'immensité de la pensée d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun a été traduit en plusieurs langues depuis le XIXe siècle. Oui. C'est le moment où il gagne en popularité en Occident. Mais étonnamment, aucune anthologie n'avait été publiée en quelque langue que ce soit. Comment est-ce que vous expliquez ce manque que vous avez cherché à remédier ? Voilà, c'est vrai que c'est un livre qui est une commande. C'est l'université de Cambridge qui m'a d'abord fait cette commande pour un livre qui va paraître en anglais au mois de janvier et qui est la traduction exacte de ce livre, à moins que ce livre ne soit la traduction exacte du livre en anglais. On ne sait pas très bien. Mais en tout cas, c'est la première fois étrangement qu'on demande à un chercheur une anthologie d'Ibn Khaldoun. Alors, ça s'explique tout simplement, que personne ne l'ait fait avant moi, s'explique tout simplement par le fait qu'une anthologie suppose un choix. Et donc suppose une vision d'ensemble de l'œuvre d'Ibn Khaldoun. Malgré la division du texte en petits fragments, ce qui est évidemment le genre même de l'anthologie, il y a une vision d'ensemble et il y a une insistance dans ce livre sur un certain nombre des aspects de la pensée d'Ibn Khaldoun en particulier, mais je pense qu'on va en reparler, des aspects économiques et sociaux de la pensée d'Ibn Khaldoun qui sont généralement moins travaillés que les aspects politiques. Ce qu'on sait d'Ibn Khaldoun, c'est la division entre bédouins et sédentaires, quand on en sait quelque chose, bien entendu, et en général, on ne fouille pas trop ces deux concepts de bédouin et de sédentaire, ce que nous ferons, j'imagine, un peu plus tout à l'heure. Oui, tout à fait. En fait, Ibn Khaldoun a fait une œuvre en 7 tomes, qui est une histoire universelle, le livre des exemples, ou en arabe Kitab al-Irbad. Et c'est vrai que la plupart de ce qu'on en connaît est dans le premier tome, une introduction qui s'appelle la Muqaddima, c'est ça ? Voilà. C'est la Muqaddima qui explique théoriquement, c'est là qu'Ibn Khaldoun est tout à fait exceptionnel parmi les historiens arabes, bien entendu, Ibn Khaldoun explique théoriquement ce qui va suivre dans les 6 tomes qui forment l'essentiel de son histoire universelle, c'est-à-dire qu'il explique comment les pouvoirs arrivent à maturation, comment ils déclinent, comment ils disparaissent et à quoi sert en quelque sorte l'État et le pouvoir. Parce que c'est finalement ça, et là-dessus on insiste généralement moins, c'est ça la base de la pensée d'Ibn Khaldoun,
Pourquoi y a-t-il État plutôt que rien? Rien, c'est la tribu. C'est-à-dire, c'est la formation fondamentale, à ses yeux, des sociétés humaines. Les formations fondamentales, c'est la famille, le clan, et au-delà, la tribu de quelques centaines d'individus. Pourquoi les hommes sont-ils portés à se regrouper en plus que quelques centaines d'individus? L'œuvre d'Ibn Khaldoun, elle est située dans son espace, donc le monde méditerranéen, qui déborde un peu en Andalous, et puis son époque, le XIVe siècle. Je voudrais qu'on dise quelques mots sur ce contexte et les principales étapes de la vie d'Ibn Khaldoun, parce qu'on connaît moins bien sa vie que son œuvre aujourd'hui. Donc, il naît en 1332 à Tunis, dans une région qui s'appelle l'Ifriqiya, qui est donc au nord de l'Afrique du Nord. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur l'organisation politique de cette région à ce moment-là? Un petit rappel pour nos auditeurs, on est 2 siècles avant la conquête ottomane. Donc là, il s'agit vraiment de mondes indépendants. Absolument. Alors, il est lui-même d'origine donc andalouse. Sa famille a été établie pendant 5 siècles, ce qui n'est pas rien tout de même, à Séville. Elle était arrivée au moment de la conquête arabe de la péninsule ibérique, au milieu du 8e siècle, et elle en est chassée ou elle se sépare de la péninsule ibérique au milieu du XIIIe siècle, de Séville, très exactement, puisque la famille était établie à Séville, au moment où les chrétiens vont reconquérir la ville. La famille quitte Séville en 1246 et les chrétiens reconquièrent Séville en 1248. Ils s'établissent à Tunis simplement parce qu'ils suivent la dynastie d'origine berbère, qui jusque-là gouvernait à l'Andalous et défendait l'islam andalou contre la poussée de la reconquête chrétienne, la grande dynastie des Almohades. Dynastie d'origine marocaine, mais qui avait fini par occuper l'ensemble du Maghreb. Et c'est au moment où cette dynastie éclate, dans les années 1220-1230, que les chrétiens prennent un avantage décisif sur les musulmans dans la péninsule ibérique. Et donc, au Maghreb aussi, la puissance almohade éclate en plusieurs États successeurs. En gros, à l'époque d'Ibn Khaldoun, il y en a un qui est sans doute le principal, la plus grosse puissance du Maghreb au Maroc, dans le Maroc actuel, c'est la dynastie des Mérinides, dont la capitale est Fès. Il y en a 2 sur le territoire de l'actuelle Algérie. La plus importante de ces dynasties, de ces royaumes, c'est celui de Tlemcen. Et puis vous en avez un autre à Bougie en général, ou à Constantine, c'est-à-dire dans l'est du Maghreb. Et enfin, vous avez le royaume de Tunis, dans lequel Ibn Khaldoun va naître. Mais en gros, on peut dire qu'il y a 2 constellations dont les étoiles centrales sont respectivement Tunis à l'est et Fès à l'ouest, et puis dans l'actuelle Algérie, si j'ose dire, des sortes de satellites qui sont Constantine, Bougie ou Tlemcen. Cette multitude de souverainetés va aussi expliquer les voyages d'Ibn Khaldoun, parce que sa vie, son parcours est scandé en 2 périodes. La première, c'est justement le Maghreb. Est-ce qu'on peut dire donc quelle éducation il reçoit, quelle charge il exerce, et finalement ce qu'il apprend de ses premiers voyages, parce que c'est à l'issue de cette première partie de sa vie qu'il couche par écrit ses conclusions. Voilà. Ibn Khaldoun est né donc dans un milieu andalou. Au Maghreb. Alors c'est un milieu très particulier dans la mesure où, à l'époque où il naît, c'est-à-dire au milieu du XIVe siècle, ce milieu andalou pratiquement monopolise les fonctions de plume. Tout ce qui s'écrit ou est écrit par des Andalous, et dans un milieu andalou, au point d'ailleurs, Ibn Khaldoun y revient dans son analyse de la langue arabe, au point que la graphie andalouse remplace au Maghreb la graphie traditionnelle kérouanaise, et que ce que nous appelons aujourd'hui la graphie maghrébine est en fait une graphie andalouse. Et donc ce monopole est à la fois une sorte d'assurance sociale, surtout pour une famille aussi aisée que celle d'Ibn Khaldoun, qui est une famille de très vieille origine arabe et de très fort ancrage dans le milieu culturel et intellectuel andalou et tunisois. Son grand-père a été ministre, son père a été professeur à l'université de la Zitouna. Et en même temps, Ibn Khaldoun va découvrir peu à peu dans le cours de sa vie que c'est une limite,
que ces hommes qui exercent les fonctions les plus prestigieuses dans l'ordre de l'administration civile de l'État sont en fait en même temps des hommes sans pouvoir. Parce que le pouvoir réel est au sabre. Et que ce sabre, à l'époque d'Ibn Khaldoun, il est soit entre les mains des dynasties berbères. Les dynasties sont pour l'essentiel des dynasties berbères depuis le XIe siècle et le resteront pratiquement jusqu'à la conquête ottomane du Maghreb et à la conquête arabe du Maroc. Ce sont à partir du XVIe siècle des dynasties arabes. Ou bien, au XIVe siècle, le sabre, il est entre les mains des tribus arabes dont les mercenaires, dont les hommes qui sont contractés, achetés par les pouvoirs berbères en place, constituent l'essentiel des armées maghrébines à cette époque-là. Voilà, il découvre les deux choses, qu'il exerce des fonctions extrêmement prestigieuses, des fonctions de plume, que seuls les Andalous sont capables d'exercer parce que eux seuls ont la maîtrise de la langue arabe et que un pouvoir qui se respecte, même s'il est berbère, ne peut s'exprimer que dans la langue arabe de la culture des vieux empires, c'est-à-dire dans la culture omeyyade et dans la culture abbasside. Mais en même temps, il découvre que ce prestige est assez largement surfait ou contrefait, que la réalité du pouvoir n'est pas là. Dans son analyse finalement du pouvoir et de la politique, il y a ce qu'il voit autour de lui. Puis il y a un autre élément qui est important à cette époque, c'est la Grande Peste, qui arrive d'Asie, qui va emporter une bonne partie de la population, ses deux parents, ses amis, certains de ses professeurs. Comment ça l'influence, ça ? Alors je crois que c'est l'influence décisive. La peste, c'est l'influence décisive, non seulement une influence personnelle. Et il faut bien voir que dans cette deuxième moitié du XIVe siècle, dans le monde musulman comme dans le monde chrétien, les hommes qui survivent sont des survivants. Ce sont des gens dont une large part de la famille, dans tous les cas, a péri de la peste, et qui en ont été, c'est le cas d'Ibn Khaldoun, totalement désaxés. C'est-à-dire qu'il a dû quitter Tunis en 1350, il a donc 18 ans, 49-50, il a 17-18 ans, non seulement parce que la ville est infectée par la peste et que l'épidémie n'est pas tout à fait maîtrisée, à vrai dire, seuls les moyens naturels la maîtrisent, parce qu'on n'a aucun moyen de lutter véritablement contre l'épidémie, sinon une forme de confinement auquel le monde musulman ne se résoudra jamais, à la différence du monde chrétien. Non seulement il y a ça, c'est-à-dire la maladie, mais il y a en plus, le fait qu'il n'a pas terminé ses études et que tous ses maîtres sont morts. Donc il faut aller en trouver d'autres. Alors il y en a un autre qu'il rencontre à Tunis à l'occasion d'un raid des Marocains sur la ville et qui va demeurer son maître par excellence, El-Abili, lui aussi d'origine andalouse, d'Avila, c'est ce que veut dire son nom, El-Abili, qui sera en particulier son maître dans les sciences intellectuelles, aqliya, c'est-à-dire dans les sciences dures, nous dirions aujourd'hui, les mathématiques, l'astronomie, des sciences dont il n'est pas de très bon goût de se prévaloir dans le monde très fortement sunnite et très fortement méfiant à l'égard de la philosophie et des sciences du XIVe siècle, tant au Maghreb qu'au Caire, mais pour lequel Ibn Khaldoun, on le sait, avait un goût considérable. Dans la deuxième partie de sa vie, Ibn Khaldoun quitte le Maghreb pour s'installer au Caire. C'est en 1382, à l'âge de 50 ans, et il va y mourir d'ailleurs 22 ans plus tard, en 1406. Le Caire, à l'époque, c'est la plus grande ville de l'islam. Voilà. Qui fait-il ? Alors, il décide, et ça rejoint la question que vous posiez sur la peste, il décide ce voyage vers le Caire parce que, précisément, le Caire est le dernier grand rassemblement, on va dire sédentaire pour utiliser ses propres termes, c'est-à-dire le dernier grand rassemblement de civilisation dans un monde totalement dévasté par la peste et aussi, il faut le dire, à l'est de l'Euphrate, par les invasions mongoles qui n'ont pas touché l'Occident du monde musulman, ce que nous appelons aujourd'hui le monde arabe, mais qui ont très largement dévasté l'est du monde musulman, c'est-à-dire le monde persan ou de domination de la langue persane déjà au XIVe siècle. Donc il se rend là où il y a le plus d'hommes
et le plus d'activité économique et donc le plus d'activité culturelle. Il a fait le lien, qui est un des liens majeurs de la Muqaddimah, il a fait le lien entre la quantité de population et la quantité d'activité, et donc l'épanouissement culturel. Il n'y a d'épanouissement culturel que lorsqu'il y a une forte densité de production en général, de production matérielle, mais aussi donc de production intellectuelle. Les deux vont ensemble. Il y a une forme de matérialisme historique chez Ibn Khaldoun. Et ces productions ne s'entendent que d'une population nombreuse, dense et rassemblée. Et c'est ce rassemblement de population que la peste a brisé. C'est en cela que la peste est le modèle probable de sa pensée, en ce sens que la peste a montré quels étaient les ressorts du divan défoncé, parce qu'il est défoncé. La peste l'a totalement défoncé, mais du fait que ce divan est défoncé, on en voit les ressorts. Et on voit les ressorts de la société. Comment marche la société ? Eh bien, on va pouvoir maintenant parler de la théorie, des pensées d'Ibn Khaldoun, maintenant qu'on connaît un peu mieux sa vie. Classiquement, sa pensée est résumée en 2 grands mots, sédentaire et bédouin. Voilà. Alors, il ne faut pas s'y méprendre. Pour nous occidentaux, le bédouin, c'est le nomade, et puis le sédentaire, c'est le paysan. Mais pour Ibn Khaldoun, non, ces 2 catégories de personnes au sein d'une population, elles correspondent à des catégories politiques. Comment est-ce qu'il les distingue ? Voilà, précisément, vous avez prononcé le mot décisif. Ce sont des catégories politiques, c'est-à-dire que pour comprendre ces 2 mots, il faut en introduire un 3e, qui est l'État. Voilà, les sédentaires sont les gens qui vivent sous le contrôle d'un État, et les bédouins sont les gens qui vivent hors du contrôle d'un État ou auquel il arrive de prendre le contrôle d'un État, mais qui, a priori, vivent hors du contrôle d'un État. Alors, l'État suppose, on va dire, des morales de vie totalement différentes chez les bédouins et chez les sédentaires, mais l'État, c'est d'abord, pour Ibn Khaldoun, un mécanisme, le mécanisme de l'impôt. C'est extrêmement simple. Dans une société agraire dont les progrès naturels sont infimes, voire nuls, dans une société qui est fondamentalement stagnante et qui l'est encore bien davantage depuis que la peste l'a frappée, bien entendu, elle est même en recul, il n'y a qu'un seul moyen de progrès, en quelque sorte. Il n'y a qu'un seul moyen d'accumulation de la richesse, et ce moyen, il est artificiel, bien entendu, il s'appelle l'impôt, c'est-à-dire la capacité pour un mécanisme qu'on appelle l'État de prélever auprès de ses sujets assez d'argent pour le concentrer, assez de surplus, au-delà de la subsistance des sujets, pour le concentrer dans une ville, la capitale bien entendu, ce qui donne aux élites de cet État des moyens de demande et ce qui permet dans cette capitale le développement de nouveaux métiers pour satisfaire à cette demande des élites, de nouvelles techniques, de gains de productivité, en quelque sorte, qui ruissellent ensuite sur l'ensemble de la société, y compris sur ceux qui sont d'abord lésés par le paiement de l'impôt. C'est-à-dire que l'impôt est une sorte de... C'est comme un mécanisme cardiaque, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous faites venir le sang au cœur et le cœur le renvoie et le redistribue à l'ensemble du corps, en quelque sorte. C'est ça le mécanisme de l'impôt. C'est le sang de la société. C'est ce qui permet de concentrer, et grâce à cette concentration, de mieux faire. D'obtenir quelques progrès, quelques gains de productivité dans une société qui, fondamentalement, n'en connaît pas, n'en reconnaît pas, ou n'en reconnaîtrait pas s'il n'y avait pas ce mécanisme artificiel de l'État. Et c'est à ça que sert l'État d'abord, et c'est cela qui distingue les sédentaires des bédouins. Les sédentaires vivent en effet sous ce mécanisme de relative prospérité par le biais de la concentration du capital dans la capitale en général au profit des élites qui redistribuent sous la forme de la dépense publique. La dépense est essentiellement publique, c'est la dépense publique qui assure la prospérité de la société, qui assure donc la redistribution de l'impôt. Alors,
Le problème, c'est que cette société, elle doit être désarmée parce que elle doit payer l'impôt. Et que l'impôt est impopulaire, bien entendu, il est une humiliation, Ibn Khaldoun le dit, c'est un esclavage, hein, et que cette humiliation doit être, dans tous les sens du terme, imposée. Hein, c'est-à-dire que la société doit être désarmée. Et dans la mesure où elle est désarmée, on la met en danger, évidemment. C'est-à-dire qu'on doit lui imposer l'impôt? Est-ce qu'il n'y a pas un consentement à l'impôt? Parce que on voit bien que les richesses qui sont produites, elles génèrent aussi finalement... alors, je sais peut-être pas plus de bonheur, mais en tout cas... Oui, oui, mais bien sûr. Parce que c'est ce qui explique aussi qu'il faut une certaine taille critique, d'ailleurs, aux populations, selon Ibn Khaldoun, parce que avec ces augmentations de richesse, il y a aussi une création de nouveaux emplois, une spécialisation, et donc on sort du cadre tribal. Ah, tout à fait, tout à fait. Pour Ibn Khaldoun, il n'y a pas de doute possible, hein. Même s'il admire l'indépendance d'esprit et l'indépendance de vie des tribus, il n'y a pas de doute que l'État et la société sédentaire représentent des progrès indiscutables et des manières de vivre auxquelles lui-même est totalement rallié. Il est incapable de vivre, et il le sait, hein, dans la dureté, dans la pauvreté, avec le caractère rudimentaire d'une société bédouine. Il est un sédentaire. Fondamentalement, il est un sédentaire. Mais il n'ignore pas que l'immense majorité, lorsque le système fiscal, qui, il faut dire, est très lourd, hein, dans ces sociétés impériales méditerranéennes, depuis l'Empire romain, hein, pratiquement, l'Empire romain, l'Empire byzantin, l'Empire islamique, ont les mêmes taux, si j'ose dire, d'imposition, qui sont tout de même de l'ordre du tiers du revenu, une fois que on en a soustrait le réensemencement, en quelque sorte. Hein. Il faut de toute façon prévoir cet avenir immédiat qui est l'avenir de l'année suivante, hein, de la récolte de l'année suivante. Mais une fois retranché le réensemencement, c'est presque un tiers, ce qui est absolument énorme, hein, évidemment. Et donc, la fuite devant l'impôt est une attitude naturelle même aux sédentaires, et c'est pourquoi, pour mieux faire accepter ce raisonnement que vous disiez à très juste titre, c'est-à-dire c'est tout de même un progrès, l'État, hein, il faut bien persuader les populations que l'État les protège, ce qui est indiscutable, et qu'il les protège d'autant plus que ces populations ont adopté une morale de vie à la suite de l'État, une morale de vie qui est une morale de vie sédentaire, c'est-à-dire une morale de vie qui est fondée sur la pacification, sur la paix, qui est fondée sur le travail, qui est fondée sur le projet, hein, dans la mesure où vous avez des surplus de production, hein, ces surplus méritent d'être investis, et c'est l'investissement qui crée le temps. L'investissement crée l'avenir. Et donc aussi d'ailleurs le passé. Ce sont les seules sociétés historiennes, bien entendu. Hein. De la même façon qu'elles ont un avenir par l'investissement, elles ont un passé. Et donc ce sont des sociétés qui maîtrisent le temps, qui s'efforcent de maîtriser le temps. Et ce sont des sociétés qui donnent donc une place considérable à l'inventivité, une forme de créativité, même si c'est surtout une créativité technique, ou une créativité intellectuelle, une forme de créativité intellectuelle prudente, hein, parce que vous êtes dans des sociétés extrêmement conservatrices d'un point de vue intellectuel, mais enfin tout de même, on reproduit, on apprend, on consacre des heures, des semaines, des années à apprendre, souvent par cœur évidemment, des textes fondamentaux, et à les retransmettre, à les commenter tout de même, le cas échéant, et à les transmettre. Donc c'est une morale du temps, hein, et de la fructification du temps. Tandis que de l'autre côté, hein, pour protéger ces sédentaires qui ne savent pas se protéger, parce que c'est ça le problème, on les a désarmés et on les a conquis à une morale de la paix, systématique. Hein. Donc pour les protéger, il faut faire venir quelques
barbares, en quelque sorte, et ces barbares sont les Bédouins. Oui, parce que donc la violence est indissociable de l'État. Il doit lever l'impôt, il doit faire en sorte que ses sujets acceptent de payer l'impôt sans se rebeller, et donc il a besoin de violence pour contrôler la population. Oui. Et donc où trouve-t-il cette violence alors? D'où viennent ces barbares? Et puis il a besoin de violence pour les protéger, parce qu'ils ne savent pas se protéger. Ils sont dans un système immunitaire totalement déprimé. Hein, on transforme des loups en agneaux. On a transformé des loups en agneaux. Donc il faut faire venir un peu de la violence des marges, c'est-à-dire des tribus, justement, de ces formations sociales qui ne vivent sans État. Et qui Ibn Khaldoun appelle donc des Bédouins, qui vivent hors du contrôle des États, et qui conservent la violence originelle de l'humanité, parce que pour Ibn Khaldoun, la violence est naturelle à l'humanité. Hein, je veux dire que y a une violence naturelle des familles, des clans, des tribus pour se défendre ou pour attaquer, même le cas échéant, la tribu voisine, mais surtout et d'abord pour se défendre. Et cette violence est soutenue par des solidarités extrêmement fortes. C'est ça le point décisif. Plus encore que les armes, ce qui sépare les sédentaires des Bédouins, ce sont les solidarités. Les sédentaires sont réduits par l'existence de l'État à la condition d'individu, pratiquement. C'est l'État qui crée l'individu, en brisant précisément les familles, les clans, les tribus. Et dans le monde où l'État n'existe pas, ce sont au contraire les clans, les familles, les tribus qui constituent les solidarités totalement décisives pour la survie du groupe, en ce sens que non seulement il y a les autres groupes, le cas échéant hostiles, mais il y a les difficultés de la maladie, de l'épidémie, même si les épidémies sont moins graves dans ces sociétés bédouines, de la survie des enfants, des orphelins, de la survie des personnes âgées. Tout dépend des solidarités du clan. Hein. Et ces solidarités, les sédentaires n'en ont plus besoin, ou ils pensent n'en avoir plus besoin, puisque l'État assume toutes les fonctions que les solidarités assument dans le camp bédouin. Et donc ces solidarités qui vont avec la violence chez Ibn Khaldoun, avec des possibilités de déploiement de violence, ce sont ces solidarités qui sont convoquées par l'État pour former la toute petite minorité qui assume les fonctions de violence dans une société qui ne l'est pas du tout, c'est-à-dire dans une société sédentaire qui refuse absolument, en quelque sorte, la violence, dont la paix est le mantra fondamental. Ces minorités qui assument la violence, donc ces solidarités de combat, en arabe c'est Rasabiya, oui. Donc elles viennent en général, vous l'avez dit, des marges des empires, au-delà de la muraille de Chine ou dans le limès romain, mais ces bédouins donc armés et qui ont la volonté de combattre, que font-ils une fois qu'ils rentrent dans l'État? Ils prennent le contrôle de l'État, j'imagine. Que font-ils de l'aristocratie et de l'élite en place? Voilà, alors il les remplace, vous avez tout à fait raison. En gros, c'est ce que Ibn Khaldoun a très vite compris au Maghreb, on le disait tout à l'heure, en gros, ceux qui ont l'épée ont le pouvoir. Et par conséquent, si vous faites venir des gens des marges qui sont en charge de l'épée, ils s'assureront tôt ou tard le pouvoir, mais dès lors qu'ils s'assurent le pouvoir, ils entrent dans la société sédentaire. Ils entrent dans les calculs de la société sédentaire. Ce sont eux qui vont recevoir l'impôt. Hein, ce sont eux qui vont recevoir le produit de l'impôt et qui vont devoir, si j'ose dire, parce que c'est presque une sorte de devoir social, qui vont devoir le dépenser à leur guise, bien entendu, pour les besoins de leur plaisir, les besoins de leurs intérêts intellectuels, peu importe, qui vont dépenser, faire ruisseler ce produit de l'impôt vers les classes inférieures et dépendantes. Et donc, peu à peu, ces bédouins vont jouer le rôle, étrangement, le rôle sédentaire fondamental. Ils sont bourgeoises, en fait. Ils sont bourgeoises totalement. Ils sont bourgeoises totalement, c'est-à-dire que peu à peu, évidemment, non seulement ils redistribuent, mais ils s'intéressent à cette redistribution. Et dans la mesure où ils s'intéressent à cette redistribution, ils entrent dans la morale des sédentaires, dans le système de valeurs des sédentaires, c'est-à-dire que
à leur tour, ils entrent dans le système de valeurs de la paix, de la productivité, de la production et de la recherche, en particulier de la recherche intellectuelle ou esthétique. Ça va de soi. Et donc, peu à peu, ils s'embourgeoisent, ils se sédentarisent, ils se dévirilisent, dit Ibn Khaldoun, et peu à peu, ils sont de moins en moins capables d'assurer la défense de l'État, puisque ils ne comprennent plus que la violence est nécessaire, en quelque sorte. C'est ça qui est assez touchant chez Ibn Khaldoun. Et donc ils deviennent à ce moment-là, finalement, ils deviennent sous la menace d'autres bédouins, d'autres violents. Et pour Ibn Khaldoun, d'ailleurs, ça procède par cycle, avec des générations de 40 ans à peu près. Voilà. En gros, une dynastie dure un siècle. Vous avez trois générations. Trois générations. La première génération, qui est celle qui a conquis le pouvoir et qui n'oublie jamais ce que sont les principes de la conquête du pouvoir, c'est-à-dire l'usage de la violence, bien sûr, et les valeurs, surtout, de la violence et de la solidarité. C'est-à-dire où le roi, en particulier, sait qu'il n'est que le premier dans la tribu. Et il est toujours extrêmement lié aux siens, même s'il essaye déjà, bien sûr, de s'en dégager, d'assurer son pouvoir le plus absolu possible au détriment de ses anciens compagnons. Vous imaginez Staline avec les vieux bolcheviks ou Hitler au moment de la nuit des longs couteaux, qui se débarrasse de ses vieux compagnons pour assurer un pouvoir monarchique, car seule la monarchie s'adapte à ce système sédentaire de l'État qui est essentiellement destiné à lever l'impôt. Mais jusqu'à la fin de la première génération, pas de problème, le roi sait d'où il vient et qui il est. La deuxième génération est déjà un peu moins consciente de la réalité des pouvoirs, des rapports de force. Elle est tout à fait persuadée, le roi de la deuxième génération est tout à fait persuadé qu'on lui doit l'obéissance de droit divin. Alors qu'en fait, il n'y a aucun droit divin, évidemment, chez Ibn Khaldoun, il n'y a rigoureusement aucun droit divin. Il n'y a que le pouvoir du sabre qui assure, et le pouvoir des solidarités tribales qui assure la dynastie. Et puis la troisième génération, évidemment, c'est le désastre absolu. C'est-à-dire que les dirigeants de la troisième génération ne savent plus du tout pourquoi ou comment leurs ancêtres sont arrivés au pouvoir, et ils se fient, et là il faut éviter de faire le moindre rapport avec le monde moderne, ils se fient tout simplement aux gains sédentaires dans l'ordre militaire, c'est-à-dire qu'ils se fient au fait qu'ils ont de plus belles armes, que leurs chevaux sont bien meilleurs, que ne l'étaient ceux de leurs ancêtres. Donc normalement, leurs armées sont bien meilleures. Et puis au premier choc avec un bédouin, avec une force de bédouin, et voilà, tout s'effondre. Et la plupart des dynasties meurent sans comprendre pourquoi elles sont mortes, parce qu'elles ne comprennent pas. À la troisième génération, ceux qui sont au pouvoir ne comprennent plus ce qu'est la bédouinité des ancêtres. Elles sont totalement sédentarisées et par conséquent leurs valeurs sont sédentaires. Elles vont vous dire que un bon fusil ou un bon missile, ça vous suffit pour gagner une guerre. Mais non, mais non. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur le droit divin, parce que Ibn Khaldoun discourt beaucoup sur le monde qu'il connaît, le monde musulman, et il distingue une entité qu'il appelle l'État arabe islamique, 660-1055, donc les califats omeyyades et abbassides. Quel est le rôle de la religion là-dedans? Comment s'intègre la cause religieuse dans sa théorie? C'est une très Parce qu'on a parlé essentiellement du sabre, de la violence, mais de la religion... Oui, absolument. Alors, c'est une très belle question. Il n'y a pas beaucoup de religions chez Ibn Khaldoun. Il y a peut-être deux réponses possibles à votre question. La première, c'est ce passage furtif où Ibn Khaldoun dit Dieu aurait pu faire du monde ce qu'il... Et il peut toujours, bien sûr, faire du monde ce qu'il veut. Tout est donc possible et il n'y a pas donc de loi ou même de constante dans l'histoire, et donc à la limite ce que je fais n'a aucun sens, puisque Dieu peut faire absolument, peut renverser absolument et toujours l'ordre des choses, mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas, il a fixé, il y a quelque chose de très leibnizien, si j'ose dire, dans cette morale, il a fixé une fois pour toutes un ordre des choses, et il s'y tient
En gros, sauf peut-être quelques phénomènes, mais très éphémères, comme l'apparition des grands prophètes, qui renversent peut-être pendant quelques années l'ordre du monde, après quoi il revient inévitablement. Et puis la deuxième considération de la religion qu'on peut trouver chez Ibn Khaldoun, c'est évidemment son modèle, parce que le modèle presque constant de l'État, de sa constitution et de sa désintégration, c'est l'Empire islamique. Or, l'Empire islamique, évidemment, est né d'une poussée arabe, de tribus arabes, mais une poussée de tribus arabes qui était animée d'une foi religieuse. Et fondamentalement, c'est à ça que sert la religion chez Ibn Khaldoun. Finalement, la religion, et en particulier bien sûr la religion musulmane, mais d'une manière beaucoup plus générale dans l'histoire de l'islam médiéval, toutes les formes d'hétérodoxie qui ont donné naissance à des dynasties, la religion, c'est ce qui permet de regrouper l'asabiyya, c'est ce qui permet de regrouper les forces nécessaires pour des tribus, les forces nécessaires pour la prise du pouvoir. Pourquoi ? Parce que, en général, une tribu, et là, il rejoint tout à fait Lévi-Strauss, c'est quelques dizaines ou centaines d'individus. Donc, pour prendre le pouvoir dans un État dont les sédentaires, dont les populations sédentaires, les populations de sujets se comptent par millions, voire par dizaines de millions quand il s'agit des plus grands empires, ça n'est évidemment pas suffisant, même si ces sédentaires sont désarmés, même s'ils communient dans une morale de la paix, même s'ils n'ont pas l'intention de se battre, tout de même, à 300 contre 30 millions, c'est pas possible. Donc il faut rassembler des tribus assez diverses, d'abord des tribus qui montent déjà à plusieurs milliers d'individus, et qui, surtout, doivent agréger autour d'un noyau central, par exemple les Quraysh, dans le cas des Arabes conquérants, qui doivent agréger un nombre assez considérable de tribus qui leur sont très lointainement apparentées, et pour réaliser cette agrégation, il faut quelque chose d'autre que des phénomènes naturels. Et c'est là que la religion intervient. Sans la religion, les Arabes ne se seraient jamais unis. Et par conséquent, sans la religion, les Arabes n'auraient jamais pu passer à la conquête des deux grands empires qu'ils ont conquis, enfin partiellement ou complètement, c'est-à-dire l'empire perse d'un côté et l'empire romain byzantin de l'autre. Donc la religion, si je vous comprends bien, c'est l'étincelle au départ, et puis après on n'en a plus besoin. Et d'ailleurs, au XIe siècle, quand les non-arabes prennent le pouvoir, c'est-à-dire les Turcs en Orient ou les Berbères au Maghreb, eh bien la religion, enfin l'importance de la religion diminue, et on retrouve le sabre. Et en parlant de sabre, je voulais juste qu'on parle donc d'un événement qui se passe au soir de la vie d'Ibn Khaldoun en 1401 à Damas, parce qu'il rencontre Tamerlan, le grand conquérant. Est-ce qu'on peut dire en quelques mots les circonstances de cette rencontre et l'influence qu'elle a sur les deux, d'ailleurs, notamment sur Ibn Khaldoun, parce qu'il y consacre aussi une bonne partie de ses écrits? Oui, absolument. C'est un phénomène au départ tout à fait conjoncturel. C'est-à-dire que Ibn Khaldoun est grand cadi malikite au Caire. Il a été honoré par le pouvoir kérote, qui est un pouvoir turc au départ, le pouvoir des Mamelouks. Il a été honoré de ce titre de qadi. Il y avait 4 grands qadis au Caire pour chacune des 4 écoles. L'école Shafi'ite, qui est la principale en Égypte, l'école Hanafite, l'école Hanbalite et l'école Malikite, essentiellement le Maghreb. C'est-à-dire que Ibn Khaldoun s'occupait des affaires judiciaires, des litiges entre d'abord la très importante communauté maghrébine du Caire, établie au Caire, et puis tous les pèlerins qui passaient nécessairement, qui allaient vers la Mecque, qui passaient nécessairement par le Caire pour s'y rendre, et qui souvent mouraient. C'est parce que le cadi est souvent chargé d'abord de la redistribution des biens des défunts. Voilà, donc il est cadi malikite, et le souverain décide d'aller affronter en Syrie ce Tamerlan, qui est un conquérant de l'Asie centrale, musulman, bien entendu. Enfin, bien entendu, il est musulman, il est turc, et il a conquis l'essentiel de l'espace compris entre l'Ouzbékistan d'aujourd'hui et l'ouest de l'Iran, et il aborde l'Irak même. Il aborde le domaine proprement syro-égyptien que gouverne le sultan du Caire. Et donc, le sultan du Caire va l'affronter. Tamerlan a déjà pris Alep, dont il a fait un épouvantable massacre, et il aborde Damas. Et donc, l'armée mamelouk se déplace avec la cour. Et donc, la cour
comprend, bien entendu, les grands personnages et les qadis. Ibn Khaldoun a presque 70 ans, il n'est pas très content de ce voyage, mais enfin, le souverain l'a décidé ainsi, et donc il le suit jusqu'au moment où le souverain décide brusquement de changer d'avis. Il ne veut pas affronter Tamerlan en bataille rangée, le risque est trop grand, il a d'ailleurs probablement raison, ce jeune souverain de 15 ans, parce que le sultan ottoman qui va affronter Tamerlan sur le champ de bataille l'année suivante sera totalement écrasé, et donc l'armée égyptienne, l'armée mamelouk, de ces Turcs d'Égypte, rentre au Caire, mais si précipitamment qu'elle en oublie les hauts personnages qui sont logés dans Damas, hein, et que Damas se trouve sans protection. Tamerlan encercle la ville, et évidemment, les Damascènes demandent à ces hauts personnages de religion, sachant Tamerlan musulman et même musulman dévot, leur demandent d'aller négocier une capitulation honorable avec Tamerlan. Et c'est ainsi que Ibn Khaldoun, avec d'autres, mais avec en particulier le cadi Hanbalit du Caire, qui est un de ses amis, se retrouve en face de Tamerlan à tenter de négocier, d'abord tenter de se faire reconnaître, hein, et tenter de négocier une paix honorable. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il ait réussi, il n'est pas sûr que son influence ait été très grande, il ne se fait pas d'illusions sur ce qu'est le pouvoir de la parole lorsque ce pouvoir de la parole se trouve en face de l'épée. Et de quelle épée? Parce que Tamerlan, c'est malgré tout le conquérant des montagnes de têtes coupées. Hein. Lorsqu'une ville lui résistait, il en faisait exterminer totalement la population, hommes, femmes, enfants. Hein. À Ispahan, en 1387, on a compté 38 tours de 2000 têtes coupées à peu près, ce qui vous fait à peu près, vous voyez, 76 000 têtes coupées, c'est-à-dire la totalité de la population d'Ispahan. Donc voilà, il rencontre Tamerlan et finalement, pour essayer de se faire valoir, et finalement, c'est une manière de négocier comme une autre, il essaye de lui dire qu'il est un très grand roi, et que ça n'est pas de la flagornerie. Il est logiquement un très grand roi, puisqu'il est à la tête du peuple le plus bédouin et le plus nombreux, c'est-à-dire les Turcs, et qu'il a réussi à rassembler, comme son ancêtre, puisqu'il fait semblant de croire que c'est son ancêtre Gengis Khan, a réussi à rassembler les Mongolo-Turcs. Hein, voilà. Et Tamerlan est l'héritier de cet énorme rassemblement, sans religion pourtant. Hein, l'islam n'a guère joué de rôle dans ce rassemblement, ou toute autre religion n'a guère de joué de rôle. C'est un rassemblement qui est aussi massif que l'a été, c'est ce qu'il essaye de lui expliquer, que l'a été celui des Arabes au moment où ils ont fondé leur empire. Donc Tamerlan, lui dit-il, tu vas fonder le plus grand empire de l'histoire depuis Mohammed. Et le plus drôle, c'est que, si j'ose dire, c'est que Tamerlan ne s'y intéresse pas du tout. Je veux dire, ça n'est pas ça. Oui, dit-il, ah oui, c'est intéressant. Mais dis-moi, parle-moi du Shahnameh. Parle-moi des souverains du Shahnameh. C'est-à-dire que Tamerlan est déjà une forme de sédentaire, je veux dire, de bédouin touché par la sédentarité, c'est-à-dire qu'il est plein d'admiration pour cette culture persane. Parce qu'il parle persan, hein, il communique avec Ibn Khaldoun par l'intermédiaire d'un interprète. Hein, l'un ne parle pas persan, l'autre ne parle pas l'arabe. Évidemment, Ibn Khaldoun ne parle pas non plus le turc, qui est probablement la langue maternelle de Tamerlan. Et donc, ce que lui répond Tamerlan, c'est « Parle-moi de la sédentarité qui me fascine », c'est-à-dire de ce grand roman national persan, hein, élaboré par Ferdowsi au début du XIe siècle. Et Ibn Khaldoun connaît très mal ce monde persan, parce que lui est arabe, bien entendu, et il y a une sorte d'étrange malentendu. Mais Ibn Khaldoun a raison sur le fond. C'est-à-dire que, en effet, cet extrême barbare qu'est Tamerlan aura des descendants, des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils, qui vont fonder une des civilisations les plus raffinées du monde. C'est-à-dire que ce que Ibn Khaldoun a bien compris, c'est que c'est la même énergie qui se déploie dans l'extermination et dans la création. Dans la création, et en particulier dans la création esthétique, voire dans la création intellectuelle, puisque le petit-fils de Tamerlan, Ulugh Beg, sera l'un des derniers très grands mécènes de l'astronomie islamique.
Gabriel Martinez-Gros, dans la dernière partie de notre entretien, je voulais parler donc de l'extension dans le temps de la validité de la théorie d'Ibn Khaldoun et de sa réception aujourd'hui. Parce que donc Ibn Khaldoun écrit au XIVe siècle, menacé par la peste, mais vous l'avez dit, dans une société essentiellement agricole, agraire, avec une croissance limitée, voire nulle. Et donc ça va être le cas jusqu'au XVIIIe siècle. Et donc on peut se demander si c'est transposable à d'autres mondes que le monde arabo-musulman dans lequel il a vécu. Et justement, vous écrivez que, tel que l'explique Tocqueville, la Révolution française n'aurait guère surpris Ibn Khaldoun. Alors ça, c'est une proposition qui est assez surprenante. Comment est-ce qu'on analyse, comment est-ce qu'on réinterprète la Révolution française à l'aune des conclusions d'Ibn Khaldoun ? Alors, c'est juste, enfin, tout mon effort, je dois dire, alors, est-ce un effort pertinent? Je ne sais pas, mais moi je pense que oui, tout mon effort depuis 20 ans que je connais Ibn Khaldoun, si je veux dire que je le connais un peu intimement, a été d'essayer de montrer qu'il est pertinent pour le monde moderne dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'il a été totalement rendu caduc par la révolution industrielle, vous avez tout à fait raison, hein. C'est-à-dire que, on l'a bien vu avec le mécanisme qu'on a décrit auparavant, Ibn Khaldoun vit dans un monde où l'impôt est le seul moyen de rassembler la richesse, hein, et c'est le seul moyen d'investir, c'est le seul moyen de constituer les réserves d'un investissement. Or, la révolution industrielle a totalement changé cela. Et il y en a un signe simple, c'est que pour Ibn Khaldoun, toute grande ville est une capitale. C'est-à-dire que toute grande ville est créée par un pouvoir politique. Il n'y a pas de ville qui ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, qui n'ait pas été d'une manière ou d'une autre, réceptrice d'un impôt. Comme Manchester, par exemple, en Angleterre au XIXe siècle. Ça, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Voilà. À partir du XIXe siècle, vous pouvez multiplier les exemples, au contraire, de villes qui n'ont pas été des capitales. Vous avez cité Manchester, on peut citer, je ne sais pas, Milan, Barcelone, São Paulo, au Brésil, ou New York, aux États-Unis, Chicago. La plupart des grandes villes américaines n'ont pas été capitales, puisque la capitale fédérale est au total une assez petite ville par rapport aux grandes métropoles, Shanghai. Bon, vous pourriez multiplier les exemples qui montrent que il y a d'autres sources de richesse que celles de la révolution industrielle. Alors, la révolution française, c'est la thèse de Tocqueville sur la Révolution française, elle est très simple, c'est la thèse de la sédentarisation d'Ibn Khaldoun. Mais évidemment, Tocqueville ne le disait pas de cette manière-là, pour la raison très simple qu'il ne connaissait pas Ibn Khaldoun. Malheureusement, la Muqaddimah n'a été traduite en français, c'est la première langue européenne où elle a été traduite 5 ans après la mort de Tocqueville. Tocqueville meurt en 1859 et la Muqaddimah est traduite en 1864. Hein, c'est dommage, mais en gros, Tocqueville dit... voilà, la révolution, c'est très simple, ça n'a rien de nouveau. Alors, dans cette espèce de continuité que Tocqueville établit entre la Révolution et l'Ancien Régime, il y a peut-être une façon de conjurer le choc révolutionnaire, puisque Tocqueville, la famille de Tocqueville avait été elle-même très lourdement victime de la Révolution française. Et Tocqueville dit, c'est tout simplement la suite de la monarchie. La monarchie a commencé à dévitaliser ce que Ibn Khaldoun aurait appelé la Asabiyya, les Bédouins qui maintenaient l'État français, c'est la noblesse, hein, tout simplement, aux yeux de Tocqueville. Et donc la dévitalisation de la noblesse commence probablement, dit Tocqueville, à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle, lorsque l'État décide de lever un impôt permanent, et que la noblesse a la lâcheté de le laisser faire à condition d'en être dispensé, de payer cet impôt. Mais surtout, évidemment, ça commence avec Richelieu, à partir du XVIIe siècle, où la noblesse est systématiquement brisée et domestiquée. Et lorsque la Révolution française se présente, il n'y a plus personne pour défendre la monarchie, tout simplement parce que la monarchie a sapé ses propres piliers. Et dans cette démarche, hein, effectivement, la monarchie française retrouve tout à fait la démarche des dynasties islamiques ou des dynasties impériales telles que Ibn Khaldoun l'a décrit, c'est-à-dire que systématiquement, le roi
s'efforce de se distinguer de la tribu qu'il a portée au pouvoir jusqu'à l'anéantir, pratiquement l'amenuiser jusqu'à l'anéantir, tout simplement aussi parce que cette tribu se livre à la morale sédentaire, exactement comme la noblesse s'est livrée, en France, s'est livrée à la morale versaillaise. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre, les aristocrates ont joué à cache-cache dans les bosquets de Versailles, hein, en quelque sorte. Et en ce sens, ils se sont totalement sédentarisés et ils se sont montrés incapables de résister à l'invasion bédouine, à l'invasion barbare, qui en l'occurrence n'est pas venue de l'extérieur. Et là déjà c'est une différence évidemment entre Ibn Khaldoun et Tocqueville, qui est venue de l'intérieur. L'invasion barbare, c'est tout simplement l'irruption du peuple français sur la scène de l'histoire. Hein, voilà. Et en ce sens, je crois qu'effectivement, Ibn Khaldoun n'aurait été surpris que par ce dernier point. C'est-à-dire que normalement, ça vient des marges. Ça vient des marges. Et normalement, la population est totalement désarmée. Mais en France et en Occident, en général, le système khaldounien n'a jamais été totalement mis en place, parce que l'Empire n'a jamais été totalement mis en place à partir du moment où l'Empire romain s'est effondré au VIe siècle. Il n'y a plus eu d'impôt d'État jusqu'au XIVe siècle. Et dans la plupart des pays européens, cet impôt a rencontré d'énormes résistances. La France est un des pays où l'impôt a été effectivement établi, très rudement d'ailleurs, à partir du XVIIe siècle, mais dans des pays comme l'Angleterre, bien sûr, l'impôt a été très très largement refusé. C'est la base de la Révolution anglaise. Mais en gros, il y a donc en Occident des réserves de violence dans la société, et en particulier dans la société populaire, que Ibn Khaldoun, alors là, ne pouvait pas comprendre ni admettre. Hein, à ses yeux, la société était désarmée totalement et donc livrée, dans une certaine mesure, à l'arbitraire du pouvoir. Le XIXe siècle marque donc une rupture importante avec la révolution industrielle, les gains de productivité qui changent la façon d'obtenir, de créer des richesses. Ibn Khaldoun a toujours été lu et commenté dans le monde arabe, si je ne dis pas de bêtises. Or, c'est au XIXe siècle qu'il est découvert en Europe, au moment où cette théorie devient peut-être moins pertinente. Comment vous expliquez cette découverte à ce moment-là ? Alors, on découvre beaucoup de gens. C'est l'orientalisme plus général. Voilà, c'est l'orientalisme plus général. Mais il est vrai que c'est un choc. Il est vrai que c'est un choc parce que on ne connaît aucun auteur arabe qui allie à ce point une analyse politique, une analyse historique, bien entendu, une analyse politique et une analyse sociale. C'est ça la grande nouveauté d'Ibn Khaldoun, c'est le lien qu'il établit entre les hommes du pouvoir et la pratique du pouvoir, la façon dont le pouvoir fonctionne et la société, la façon dont la société fonctionne. Il y a un moment où, par exemple, chez Ibn Khaldoun, dans la troisième génération, dans la dernière génération, il est normal que le roi ne sache plus raisonner. Il est normal qu'il prenne les mauvaises décisions parce que il vit dans une société qui a à ce point vicié le raisonnement par sa sédentarisation, qu'il est complètement incapable de penser dans les termes de ceux qui l'assaillent, qui eux sont des bédouins, qui eux sont des hommes de violence. Lui ne l'est plus, et il est incapable de comprendre même, si j'ose dire, les raisons de la violence. Hein, et donc ça c'est un point tout à fait décisif qui fait que Ibn Khaldoun est beaucoup plus profond que Machiavel. Pour Machiavel, la politique est un échiquier, et dès lors que vous savez jouer aux échecs, vous remportez la partie. Pour Ibn Khaldoun, non. Hein, vous êtes devant un échiquier, mais cet échiquier, vous ne le comprenez plus de toute façon, et vous ne pouvez pas le comprendre, même si déplacer une seule pièce vous donnerait la victoire, vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce que vous êtes incapable en particulier de supporter, de souffrir la violence que ce déplacement de pièces vous impliquerait. Hein. La pensée d'Ibn Khaldoun est aujourd'hui très diffusée dans le monde occidental. Je cite les propos du grand historien britannique du XIXe siècle, Arnold Toynbee, qui avait déclaré « Ibn Khaldoun a conçu et forgé une philosophie de l'histoire qui est sans aucun doute la plus grande œuvre de ce type jamais créée par un esprit en tout temps et en tout lieu. » Et puis une autre citation d'un livre récent de Mehdi Guirgad, qui est professeur d'histoire à l'université de Bordeaux, qui vient de publier en même temps que vous une biographie, un Ibn Khaldoun, itinéraire d'un penseur maghrébin chez CNRS Éditions. Et lui, il écrit que c'est le seul penseur
le seul des penseurs issus du monde arabo-musulman à vraiment jouir aujourd'hui d'une audience mondiale. Plus évidemment qu'Averroès, qu'Avicenne. Et puis, il donne aussi des exemples de récupération contemporaine. Boris Johnson a fait référence à Ibn Khaldoun. Oui. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook aussi. Oui, bien sûr. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il soit considéré comme une espèce d'autorité intellectuelle supérieure? Qu'est-ce qui, dans le monde occidental, fait qu'on s'intéresse à Ibn Khaldoun? Il nous manque Elon Musk, pour l'instant. Oui, je crois qu'Elon Musk n'a pas encore parlé d'Ibn Khaldoun. Il a été totalement adulé. Vous parliez de Toynbee. Il a été adulé par la deuxième moitié du 19e siècle et surtout la première moitié peut-être du 20e siècle, mais surtout dans des milieux, en France et en Angleterre en particulier, beaucoup moins en Allemagne, surtout dans des milieux qui étaient en contact direct d'abord avec le monde musulman et ensuite avec la colonisation. Il a été le penseur de la colonisation, le penseur préféré parmi les hommes d'autrefois, et parmi les penseurs arabes d'autrefois. Il a été le penseur préféré de ceux qui essayaient de penser, parmi les colonisateurs bien sûr, qui essayaient de penser le monde islamique. Ça lui a porté un tort considérable. Ça lui a porté un tort considérable parce qu'il a été considéré justement, en particulier au Maghreb, en particulier en Algérie, peut-être, il a été considéré comme un des collaborateurs de la colonisation. Il n'en pouvait mais, je n'ai pas besoin de vous dire, au XIVe siècle, la colonisation était quand même un fait assez lointain. Et donc, après une période d'absolue adulation, il est tombé dans une sorte de trou, d'oubli, à partir des années 60. Je crois que le livre de Lacoste, en français, puisque Ibn Khaldoun a été en particulier une passion française, même si d'autres comme Toynbee l'ont exalté aussi. Le livre de Lacoste sur passé du tiers-monde et avenir de je ne sais plus quoi, a été le dernier grand livre sur Ibn Khaldoun, mais ça doit être 1965, autant que je me souvienne. Ce qui fait que peut-être il est de retour, c'est une certaine inquiétude. C'est-à-dire, tant que la révolution industrielle est là, tant que la création de richesse peut se faire autrement que par le biais de l'impôt, autrement que par le biais de la puissance publique et de la dépense publique, tant que les taux de croissance sont de l'ordre de 3 ou 4% par an, Ibn Khaldoun, on n'a pas besoin d'Ibn Khaldoun, en quelque sorte. Ibn Khaldoun est largement caduc. À partir du moment où les gains de productivité s'amenuisent, à partir du moment où la croissance, comme c'est aujourd'hui le cas en Europe, est tombée en dessous de 1%, ce qui ne nous permet pratiquement pas de répondre simplement aux dépenses de santé, c'est-à-dire les plus essentielles, sans même compter les autres, il redevient d'actualité, c'est-à-dire qu'il repose la question de l'extrême sédentarisation des sociétés. Car pour Ibn Khaldoun, la sédentarisation est sans aucun doute la meilleure des choses et la seule chose dans laquelle lui, en tout cas, acceptait de vivre. Mais en même temps, c'est un processus absolument fatal, c'est-à-dire que la dépossession par l'État de toutes les fonctions qu'assurent dans la société naturelle les solidarités de famille, les solidarités de clans, les solidarités de tribus, et qui sont toutes reprises en main par l'État, qui transforme l'ensemble de ces sujets en individus, et en individus incapables de se défendre, c'est-à-dire qu'il faut aussi défendre ces masses. Cette mainmise par l'État sur l'ensemble des fonctions de protection du troupeau sédentaire fait que les dépenses de l'État deviennent de plus en plus gigantesques et que peu à peu l'État étouffe ce processus de progrès, ce processus de gain de productivité qu'il est supposé stimuler. Parce que les dépenses, que ce soit des dépenses publiques ou des dépenses sociales, nous dirions aujourd'hui, deviennent absolument gigantesques au fur et à mesure que les gens sont de moins en moins autonomes. Donc, qu'ils font de plus en plus appel au pouvoir public. Alors, vous trouverez ça de façon moins brutalement exprimée que je ne le fais chez Ibn Khaldoun, mais je crois que je ne trahis pas sa pensée en le disant. Et là, vous avez quelque chose qui intéresse évidemment
les hommes d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je m'étonne qu'Elon Musk n'ait pas encore parlé d'Ibn Khaldoun, mais le fameux l'affaire, la courbe de l'affaire, conseiller économique de Ronald Reagan dans les années 80, effectivement avait repris sa fameuse courbe de l'affaire d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire il y a un moment où l'excès d'impôt tue l'impôt. Et tue surtout le progrès de la société qui permet le prélèvement fiscal. Et ça, c'est effectivement Ibn Khaldoun. En ce sens, il y a quelque chose, c'est pour ça, évidemment, c'est surtout chez les conservateurs qu'on va retrouver la référence à Ibn Khaldoun, Boris Johnson, l'affaire, Ronald Reagan, Zuckerberg, etc. Mais justement, l'audience d'Ibn Khaldoun, elle repose aussi sur le fait que c'est un historien du social et du politique, oui. Mais c'est aussi un historien des populations, enfin du temps long. Et pour terminer, je voulais revenir sur le choix des textes que vous avez effectués pour ce livre, parce que la plupart du livre est consacré à la Muqaddima, l'introduction, oui. donc la théorie économique d'Ibn Khaldoun, mais il y a à la fin des chapitres qui sont tirés de ces 7 autres tomes oui. De son histoire universelle. De quoi parle-t-il et qu'est-ce que vous avez sélectionné qui vous a paru donc pertinent pour le lecteur moderne ? Alors, j'ai sélectionné simplement 4 textes parce qu'on arrivait vraiment au bout du livre. Il y avait une nécessité de limiter l'ampleur du livre, ce qui est une très bonne chose. Hein. Il faut que les livres soient limités en ampleur. Je suis tout à fait d'accord. Le but, en tirant quelques exemples de l'histoire universelle, c'est de montrer qu'il y a bien cohérence, ce qui est la moindre des choses évidemment, entre le tome 1 et les 6 autres tomes. C'est-à-dire que, étrangement, au XIXe siècle, on a commencé par traduire les 2 derniers tomes de l'histoire universelle d'Ibn Khaldoun qui portent sur l'histoire du Maghreb. Parce que, on l'a fait à la lumière de la conquête de l'Algérie, les militaires français voulaient essayer d'y comprendre quelque chose à ce Maghreb intérieur, ce Maghreb des tribus, et on leur a dit, l'interprète général de l'armée française en Algérie, le baron de Slane, leur a dit, mais moi j'ai un texte dénommé Ibn Khaldoun, je vais vous traduire ça, vous me donnez 4 ou 5 ans, et vous me payez pour ça, et je vous traduis, voilà, et vous allez tout comprendre. Alors il a traduit ces 2 textes de l'histoire du Maghreb que les militaires ont lus sans doute avec beaucoup d'attention, mais aussi beaucoup de perplexité. 1, parce qu'ils n'y comprenaient rien. 2, parce qu'ils ne retrouvaient rien. C'est-à-dire le nom des tribus avait changé, les situations avaient changé, encore on retrouve encore des tribus qui portent le même nom. Et donc, quand la Muqaddima a été traduite, les intellectuels parisiens se sont ébobis, mais les militaires ont dit oui, peut-être que c'était un penseur génial, mais alors sur le terrain, je peux vous dire qu'il ne sert à rien. Et donc on a établi une sorte d'étrange dichotomie entre Ibn Khaldoun, le génie de la Muqaddima, et Ibn Khaldoun, le très mauvais historien des 6 tomes qui suivent. Alors j'ai essayé de montrer, tout simplement, comme un peu tous les spécialistes d'Ibn Khaldoun en sont d'accord, que évidemment il y a un lien. Il n'est pas toujours très facile à comprendre parce que Ibn Khaldoun est aussi quand même un auteur arabe, c'est-à-dire un auteur qui aime placer des œufs dans le jardin, que les intelligents réussissent à les retrouver et les autres, tant pis pour eux. Voilà. Gabriel Martinez-Gros, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci Rassan, merci à vous. Je vous en prie. Je rappelle le titre de votre livre, donc c'est Ibn Khaldoun, Anthologie, des textes que vous présentez et que vous commentez. C'est publié aux éditions Passé Composé et donc déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci.